Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va juste attendre quelques minutes que tout le monde se connecte avant de démarrer. Bonjour. On démarrera vers 12h05 environ. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci de participer aujourd'hui à ce webinaire qui est donc dédié à l'IA. On est ravis avec Christophe d'être avec vous pour animer donc ce temps d'échange qui est l'occasion de notamment comprendre comment l'intelligence artificielle peut s'intégrer dans l'écosystème des établissements de santé, mais surtout comment l'intelligence artificielle peut répondre à des enjeux très concrets et des problématiques du terrain pour tous les acteurs des établissements, que ce soit la direction, les professionnels de santé, les professionnels administratifs, les patients. Donc, on va juste faire une petite introduction avec Christophe, se présenter, et on rentrera dans le vif du sujet ensuite très rapidement. Peut-être, on va juste rappeler quelques règles pour ce webinaire. Donc, on vous a coupé tous les micros et caméras afin de ne pas perturber le déroulement de la séance. En revanche, vous avez un chat à disposition si vous voulez poser toutes vos questions. Et on fera en fin de webinaire une session d'environ 5-10 minutes afin de répondre à vos questions. Donc, bien entendu, le webinaire est enregistré et pourra être revisualisé a posteriori. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes d'Elpevia et remercier du coup Elpevia pour son partenariat. Alors, j'enchaîne sur peut-être se présenter. Donc, je m'appelle Céline Le Goff, personnellement, donc je suis consultante senior au sein du cabinet William. Ça fait maintenant 6 ans que j'interviens pour divers acteurs de la santé, dont des établissements de santé, mais également tous des groupes de cliniques privées, des acteurs institutionnels, et sur diverses problématiques, dont la transformation numérique du coup des acteurs de la santé et des établissements de santé, et des sujets notamment sur l'intelligence artificielle et la gestion des données, où j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs acteurs à mener leurs projets d'IA. Et donc, c'est sur ce sujet que je parlerai aujourd'hui.
Et bonjour, moi je suis Christophe Quentin, donc directeur conseil chez Wayom que j'ai rejoint il y a 4 ans et je suis en charge de la transformation numérique et organisationnelle pour les établissements de santé. Et donc dans le cadre de ces missions que nous réalisons pour les clients, il y a effectivement souvent des schémas directeurs, des feuilles de route. On travaille sur une vision prospective de l'hôpital du futur, mais qui commence dès aujourd'hui. Et donc l'IA est quelque chose qui est très prégnant, on va dire, dans l'ensemble de ces missions. Et donc, merci Christophe. Donc, vous devez avoir vu que donc, Arnaud, qui devait normalement présenter ce webinaire aujourd'hui, n'est pas présent. Malheureusement, il a dû s'absenter pour contraintes personnelles. Donc, je prends sa suite, mais il reste toujours, bien entendu, disponible sur le sujet si jamais vous avez des questions, des besoins. Et on repartagera nos coordonnées en fin de webinaire. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, l'idée, c'est que c'est un webinaire vraiment centré sur l'intelligence artificielle, mais on abordera d'autres sujets tels que les données, etc., très rapidement. On va surtout vous présenter ce qui, je pense, est assez intéressant pour vous, des cas d'usage concrets d'intelligence artificielle qui sont adaptés à vos enjeux. Et ensuite, on rentrera un peu plus sur comment on peut mettre en œuvre des démarches d'intelligence artificielle par les établissements de santé et notamment comment évaluer la maturité de votre établissement face à l'IA et comment intégrer vos démarches dans une démarche globale de transformation qui intègre et inclut tous les acteurs de l'établissement de santé. On va commencer une petite introduction sur les enjeux liés en santé. Donc, c'est grâce au développement exponentiel des données de santé et des autres données de santé, parce qu'on parle souvent que des données de santé, mais on a aussi les données de gestion, de facturation, les données financières qui sont produites par les établissements de santé et tout autre acteur de la santé, qui restent aussi importantes et qui peuvent être valorisées par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est grâce à ces données que l'IA peut représenter aujourd'hui une véritable révolution pour le secteur de la santé. Parce qu'il faut bien comprendre que l'IA sans données, ce n'est pas possible. Donc, on y reviendra un peu sur ce sujet. Mais donc, les données de santé ont connu un véritable développement exponentiel. On a quelques chiffres donc, qui permettent un peu d'illustrer ce propos. On voit notamment, par exemple, qu'il faut aujourd'hui seulement 73 jours pour doubler le volume des santé dans le monde. Donc, c'est une estimation qui nous vient de Statista. Ces données de santé, elles représentent un tiers de toutes les données de santé mondiales, donc c'est un chiffre quand même qui est assez important. Pareil, c'est une étude EHESP qui nous a donné ce chiffre. Et enfin, c'est grâce donc du coup à toutes ces données que l'IA va pouvoir jouer un rôle considérable dans le secteur de la santé. On considère donc, alors c'est sur les États-Unis, mais ça permet un peu de valoriser et de représenter ce que l'IA peut apporter. Donc on estime qu'à 150 milliards de dollars, les économies que l'IA va pouvoir apporter dans le secteur de la santé aux États-Unis. Donc selon un rapport du cabinet Accenture. Nous, on vous propose 6 axes principaux de valorisation des données et d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de vos établissements. Alors, c'est vraiment une proposition, bien sûr, qui a été faite par le cabinet William pour illustrer qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un levier majeur pour transformer les pratiques médicales et les fonctionnements des établissements de santé. Donc, on voit par exemple que ça permet d'améliorer la performance opérationnelle, donc le pilotage des activités, le pilotage de l'établissement, d'optimiser le codage PMSI, de transformer l'organisation. Un deuxième grand axe, c'est vraiment l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail. Donc là, on peut voir que l'IA peut apporter vraiment des gains en termes d'organisation du temps des professionnels de santé et des professionnels autres que santé, administratif, etc., que ça peut permettre d'automatiser certaines tâches administratives, proposer une organisation raisonnée des soins, etc. On retrouve un troisième grand axe, bien entendu, celui qui est un peu au cœur de toutes les pensées pour les établissements, c'est améliorer la qualité des soins et l'expérience du patient. Donc là, l'IA va pouvoir vraiment améliorer les diagnostics, la prévention, personnaliser la médecine ciblée et permettre de personnaliser les parcours des patients, mais également de favoriser l'amélioration continue des soins. On a bien entendu l'accélération de la recherche clinique et l'innovation. Alors là, l'IA joue déjà un grand rôle dans tout ce qui est recherche clinique par les acteurs. Donc on voit que l'IA permet notamment d'obtenir des résultats fiables, représentatifs. Ça permet également d'analyser des données, des quantités de données massives liées aux cohortes de patients et donc d'accélérer vraiment cette recherche clinique.
Et ensuite, deux autres axes qui sont par ricochet en fait, des quatre premiers. Ça permet d'améliorer l'image de l'établissement, notamment en augmentant l'attractivité et la notoriété de l'établissement dans son territoire et en permettant d'analyser les événements désirables, se différencier et dans l'amélioration continue de cette image et de l'organisation de l'établissement. Et enfin, le dernier, le sixième, on est vraiment sur la valorisation des données de santé, mais valorisation en termes de financière et autres. Ça permet en fait, l'IA de créer des partenariats structurants avec d'autres acteurs de la santé, par exemple des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Ça permet d'évaluer les données d'un territoire, d'organiser des coopérations et vraiment d'être dans une meilleure coordination entre acteurs sur le territoire, donc différents acteurs de la santé, les acteurs institutionnels, industriels, qui gravitent autour des établissements de santé. Donc on voit vraiment que l'intelligence artificielle, ça permet de faire face aux futurs défis, aux défis actuels dont le secteur de la santé est confronté. Notamment, on pense à la soutenabilité financière, au vieillissement démographique, à l'attractivité du secteur. Donc c'est vraiment un gain et un vrai potentiel pour les établissements de santé aujourd'hui. On va faire un tout petit laïus sur les technologies parce que c'est important quand même de comprendre ce que on parle souvent d'intelligence artificielle, mais c'est toujours important de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que l'intelligence artificielle, bon, c'est un terme large qui définit vraiment toutes les sciences et les technologies qui vont viser à reproduire la pensée humaine et à essayer de permettre aux machines de penser comme des humains. Mais en fait, derrière, on a beaucoup de technologies différentes. Donc, les termes qu'on entend le plus souvent, c'est bien sûr le machine learning ou l'apprentissage automatique, qui sont en fait des technologies d'IA qui permettent aux machines d'apprendre à partir de données sans être programmées ligne par ligne. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on va donner beaucoup de données à une donnée pour ce qu'on appelle l'entraîner. Et donc, par exemple, on peut montrer à un ordinateur beaucoup d'images de radiographie avec ou sans fracture pour lui apprendre à reconnaître seul et de façon autonome les radiographies qui présentent des fractures. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, on entend le deep learning souvent. Donc en fait, il faut savoir que c'est les mêmes branches. Le deep learning, c'est une sous-branche du machine learning. C'est simplement un ordinateur qui va être plus puissant. Alors bien sûr, je vulgarise beaucoup, hein. On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais voilà. Le deep learning, ça va être une technologie qui est en fait plus puissante, qui permet d'analyser davantage de masses de données et d'aller plus vite. Et donc, c'est en fait derrière le deep learning qu'on retrouve la reconnaissance faciale, le chat GPT, la lecture automatique d'IRM, etc. En fait, on va donner au deep learning, à la technologie deep learning, beaucoup de données et on n'a pas besoin de lui demander ce qu'elle doit chercher puisque la machine va apprendre d'elle-même. C'est des réseaux de neurones profonds. Et enfin, le troisième, celui dont on parle plus rarement, mais qui est quand même très intéressant et très essentiel dans l'IA, c'est la modélisation des connaissances. Là, l'idée, c'est pas uniquement de deviner à partir de données, mais c'est de structurer des connaissances sous forme de réseau logique. Donc, en fait, comme une base de connaissances intelligentes. L'IA va donc pouvoir raisonner sur des faits et des données qu'on lui donne. Par exemple, on va lui donner plusieurs faits, plusieurs facteurs. Par exemple, si on donne à l'IA plusieurs symptômes d'une maladie, l'IA va pouvoir raisonner et essayer d'identifier la pathologie derrière. C'est exactement ça la modélisation de connaissances. Et donc derrière, comme on voit, on a différentes technologies qui utilisent ces différents concepts. Donc on va retrouver alors on vous présente les principaux et pareil, encore une fois, je vais vulgariser de façon très synthétique pour que ce soit compréhensible. Mais donc on retrouve par exemple la vision par ordinateur et la fusion de capteurs. Ça, ce sont des technologies qui vont permettre à un ordinateur de comprendre ce qu'il voit. Donc, j'avais donné l'exemple donc des images de radiographie, c'est exactement ça. La fusion de capteurs, c'est la même chose, mais en prenant différentes sources. Donc, ça pourra être des images, des vidéos, mais également des relevés de constantes, tels que le pouls ou la tension artérielle, etc. Donc ça fusionne les différents relevés, les différents capteurs, et ça permet d'analyser les données qu'on lui transmet. Donc voilà, c'est une technologie qui est essentielle dans le secteur de la santé et qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. On retrouve ensuite le traitement automatique des langues. C'est cette technologie qui va être derrière en fait l'IA générative, ce qui va permettre à l'IA de comprendre du texte, de la voix humaine, des langages
et de générer également, donc l'IA générative, du texte, de la voix humaine, des contenus, etc. C'est ce qu'on retrouve comme technologie derrière les chatbots, notamment donc les agents conversationnels, mais également c'est ce qui va nous servir à faire beaucoup d'analyse de contenu, de la recherche documentaire et tout autre cas d'usage. On a ensuite un troisième qui est assez important aussi en santé et beaucoup utilisé, c'est la prédiction et le scoring. Là, la technologie d'intelligence artificielle, les algorithmes, vont pouvoir prédire une valeur ou un comportement futur. Donc c'est là où on va retrouver un peu la médecine prédictive, mais j'y reviendrai plus tard. Anticiper des évolutions de maladies, des risques et anticiper des flux aux urgences, voilà. On y reviendra un peu plus en détail plus tard. Et les deux derniers, donc j'y vais très rapidement parce qu'ils sont très complexes. On parle de réseau bayésien et de recherche opérationnelle. L'idée donc du réseau bayésien, c'est vraiment dégager des probabilités et de raisonner en cas d'incertitude. Donc on a un exemple, c'est de ce que je disais, donner plein de symptômes à l'IA, à la technologie, pour que l'IA puisse deviner derrière enfin en tout cas donner une probabilité des infections, des maladies dont il s'agit derrière les symptômes. Et la recherche opérationnelle, c'est un peu l'effet inverse. C'est de donner plein de facteurs qu'on veut, c'est notamment ce qui est utilisé dans les plannings RH, donc donner plein de facteurs en termes de temps, en termes de contraintes personnelles des médecins par exemple, etc. Et dire à l'IA qu'on veut trouver la meilleure solution possible parmi tous les facteurs qu'on lui donne. Et donc par exemple, l'IA pourra générer le meilleur planning RH pour un médecin en particulier, selon ses contraintes perso, le planning, les taux horaires auxquels il travaille, etc. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire, c'est assez complexe, mais c'était pour vous vulgariser et vous faire comprendre un peu toutes les technologies dont on parle. On va du coup maintenant rentrer dans les cas d'usage pour vous montrer en fait derrière donc, ces technologies ce qui peut être fait dans un établissement de santé et voir tous les gains qu'on peut en retirer. Ouais. Ah, Voilà, bah, sur ce slide, voilà. mince, Merci j'ai eu Céline. un petit... Voilà. Non, Ouais, je reviens, j'ai eu un petit on revient bug. derrière. Voilà. Hop, je t'en prie, Christophe. Donc, on va vous présenter, on va dire, une cartographie, alors qui a été faite initialement par la DGOS, on l'a légèrement enrichie. Donc là, elle correspond aux établissements de santé. Ce qui est important, c'est de se dire, bah voilà, on est sur une vingtaine, on va dire, de cas d'usage qui sont aujourd'hui utilisés dans les établissements de santé. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder quel service finalement l'utilise. Donc, tant au niveau de la direction, donc on sera plutôt sur des volets, on va dire, de tableau de bord, de prévision financière. Sur l'accueil, ça en parle beaucoup, c'est en parler sur faciliter l'admission, notamment avec ou la préadmission via des chatbots. Des grands enjeux aujourd'hui avec des mises en œuvre on en parlera tout à l'heure, sur les aides au tri des urgences notamment, ou la prédiction des urgences, puisque là il y a vraiment des problématiques, on va dire, d'engorgement, et puis on est vraiment sur du temps réel. Donc ce qui est important, c'est de savoir, bah, effectivement, déjà, réussir à prévoir finalement les engorgements, les heures d'engorgement par rapport à des activités, ça peut être par rapport à des activités sportives, tout ce qui va se passer, on va dire, autour de l'hôpital dans la ville, mais également par rapport à d'autres problématiques, on va dire, de saisonnalité aussi. On va retrouver, moi je suis basé à Nantes, on a effectivement sur la côte atlantique, il y a effectivement des saisonnalités très fortes par rapport aux congés. Et puis par rapport à différents horaires, par rapport au vent, etc. La logistique, l'ensemble des services logistiques hospitaliers, on va dire, aujourd'hui bénéficient, on va dire, de grandes avancées qu'on retrouvait dans la supply chain, dans l'industriel, et qui aujourd'hui peuvent se mettre en place, notamment dans la gestion des stocks. Un peu plus, d'un point de vue plus médical, on va retrouver sur des problématiques de dispensation. Également sur la pharmacie, qu'est-ce que des très grands enjeux, on a tous, on va dire, on connaît tous des cas de parents qui ont plusieurs pathologies, plusieurs médecins. Il y avait des grandes problématiques aujourd'hui de croisement de médicaments, et sur lesquels les professionnels peuvent être souvent en difficulté. Et donc là, il y a des solutions très concrètes aujourd'hui qui vont permettre, on va dire, d'analyser et d'aider finalement en termes de prescription par rapport aux contre-indications qu'il peut y avoir sur les différents médicaments. En termes de services de soins, ce qui ressort beaucoup aujourd'hui, il y a des demandes, on va dire, de faire remonter la planification des lits, besoin d'avoir une vision, on va dire, territoriale complète des lits, donc qui est mis en place
au niveau de l'ensemble des ARS et d'un point de vue national. Et chaque hôpital doit avoir aujourd'hui une vision, une organisation, une vision préactive des lits. Et pour ça, c'est important aussi de réussir à planifier finalement les lits disponibles pour pouvoir éventuellement renvoyer sur d'autres, anticiper, renvoyer sur d'autres établissements. En activité de soins, donc, Céline en parlera tout à l'heure sur les aides au diagnostic et aides à la décision. Moi, j'avais un cas, j'entendais, par rapport à des radiologues notamment qui ont une problématique. Il y a quelques années, ils avaient quelques clichés à analyser. Aujourd'hui, sur certaines radiologies, sur des pathologies, ils vont avoir 30 ou 40 clichés à analyser. Donc ça veut dire que c'est une fatigue, un très grand stress. Donc le fait d'avoir aujourd'hui des solutions qui sont capables de donner un second avis permet de les rassurer, donc va enlever, on va dire, une partie du stress. Le but, c'est pas de remplacer, on va dire, de remplacer un médecin, mais c'est de l'aider. On va retrouver effectivement l'analyse de dossier patient, ce que disait Céline tout à l'heure sur l'IA générative, c'est permettre quelqu'un qui a vu un grand nombre de médecins d'avoir cette capacité de pouvoir avoir finalement un résumé de l'ensemble des pathologies en quelques secondes, plutôt que d'aller rouvrir finalement l'ensemble des comptes rendus qu'on va retrouver dans le DMP ou alors que le patient va apporter par lui-même. Je propose, Merci. voilà. Et puis Céline, je te laisse maintenant effectivement aller voir quelques cas très concrets, on va dire, de retour En effet, d'expérience. donc l'idée c'est qu'on va illustrer tout ça. Alors juste pour faire un petit laïus, c'est pour vous dire qu'en fait sur l'IA, alors bien sûr cette liste n'est clairement pas exhaustive, mais c'est pour vous montrer qu'en fait il y a de plus en plus de projets et d'initiatives qui sont lancées sur le territoire aujourd'hui. Les établissements et notamment surtout beaucoup de CHU commencent à se lancer dans des projets d'IA, à comprendre aussi qu'il y a une vraie valeur à en tirer. Et donc, on est vraiment sur une dynamique qui est en train de prendre de l'ampleur. On voit notamment là, par exemple, on a pris quelques projets. Alors, par exemple, pour la PHP, on a mis un projet sur lequel on va revenir juste après. Mais c'est un projet parmi tant d'autres. La PHP est assez moteur sur le sujet. Et souvent, là, on vous a juste mis bon, les grands cheveux auxquels c'est rattaché. Mais il y a beaucoup de projets d'IA sur lesquels, en fait, il s'agit de partenariats entre l'établissement de santé, une université parfois, ou un industriel de santé, comme je disais, par exemple, un industriel pharmaceutique ou autre entreprise privée qui peut apporter voilà des financements ou qui peut apporter une expertise sur certains outils ou sur certaines solutions d'IA et du coup voilà c'est pas uniquement enfin en général les établissements se couplent avec d'autres notamment sur la recherche en particulier d'ailleurs sur la recherche pour lancer leur projet d'IA. Donc je reviendrai sur ces exemples juste après. On va vous faire quelques présentations de cas d'usage qu'on a pris et qui nous semblent assez intéressants au niveau des établissements de santé. Donc, le premier qu'on regarde, c'est l'aide au diagnostic médical, puisque c'est un des plus courants dans la santé. Donc, Christophe en a un peu parlé, moi aussi, notamment quand j'ai présenté, voilà, par exemple, un diagnostic sur des photos de radiologie qu'on soumettrait à une IA, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle va permettre d'assister tous les professionnels de santé dans le diagnostic médical, dans la détection de maladies particulièrement visibles à l'œil nu, et dans le suivi de l'évolution des pathologies sur la base d'imagerie, d'IRM, de photos, etc. Donc c'est vraiment cette vision par capteur dont je parlais précédemment. L'idée là, c'est vraiment important de rappeler, ça peut faire peur, mais c'est pas du tout un remplacement du médecin. Le médecin ne sera jamais remplacé ni le radiologue. C'est vraiment en assistance. Ça lui permet en fait de gagner du temps, de conforter son opinion, de peut-être repérer des choses qu'il ne repérerait pas à l'œil nu, mais jamais on ne remplacera un médecin. C'est vraiment en assistance. Et donc, on voit notamment de nombreux gains grâce à cette intelligence artificielle. Notamment, ça permet de réduire les délais de diagnostic, de réduire du coup les temps d'attente des patients et d'améliorer la précision de la détection des pathologies. On a de nombreux établissements publics et privés qui commencent à se positionner sur ce cas d'usage avec des technologies en fait qui sont proposées et développées par des acteurs privés. Donc, on avait le CHU de Rennes notamment qui a déployé un logiciel qui s'appelle le logiciel Boneview pour la détection des fractures et traumatismes en radiologie. Cependant, on note quand même que sur ce sujet, la France reste un peu en retard en fait par rapport à alors pas tous les États ni les pays, mais on a par exemple les États-Unis qui vont vraiment être très en avance sur ce sujet.
où l'ensemble, enfin en tout cas la grande majorité des établissements ont fait une adoption massive de ce type de solution IA en radiologie pour voilà, assister les professionnels de santé. Donc voilà un premier cas d'usage. On a un deuxième cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est la médecine prédictive. Donc là, l'idée, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, comme je le disais, peut analyser énormément de données par rapport à quelque chose qui est fait via d'autres méthodes plus classiques. Et donc, forcément, c'est un atout considérable pour tout ce qui est prédiction de maladies et des évolutions des maladies en fonction de différents facteurs, que ce soit des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs d'habitude de vie, d'âge, etc. Tout comme essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont influer une évolution plus rapide d'une maladie ou d'une autre. Donc ça, c'est notamment un cas d'usage qui est vraiment utilisé en recherche médicale et qui va notamment pouvoir identifier les biomarqueurs qui sont liés au risque de l'arrivée ou l'évolution d'une maladie. Et ça va permettre derrière de mieux comprendre les maladies, de faire des diagnostics précoces et de réduire du coup des prises en charge tardives qui sont nombreuses, de mieux adapter et personnaliser les traitements des patients sur les pathologies ciblées et donc d'accélérer la recherche médicale, comme je disais. Là, la France est bien positionnée sur le sujet puisque forcément on touche à la recherche et il y a de nombreux projets là-dessus. On a notamment beaucoup de partenariats là-dessus, comme je disais, sur l'industrie pharmaceutique et les établissements de santé qui ont déjà recours à l'IA pour avancer dans la recherche en termes de médecine prédictive. Nous, on a deux exemples assez prégnants. Donc, celui que j'avais affiché tout à l'heure de l'AP-HP, en fait, qui a mis en place une solution d'IA innovante pour le risque de rechute des patientes atteintes du cancer du sein. On a aussi, par exemple, un projet de prédiction par l'IA qui a été développé par les laboratoires Roche sur les différents stades de la maladie d'Alzheimer. Donc là, c'était vraiment de la recherche pour essayer de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, mieux comprendre les facteurs qui favorisent la progression de la maladie et du coup la dégénérescence chez les patients. Un autre cas d'usage qu'on voulait vous montrer, qui est complètement différent puisqu'il touche moins à l'aspect vraiment purement médical, on a la rédaction et l'analyse de documents SCR médicaux. Là, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps plus administratif et c'est de réduire la charge de travail des professionnels de santé. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus sur de la performance opérationnelle et à la limite de l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Ça permet notamment d'augmenter le temps dédié aux consultations, à la prise en charge de patients et du coup aussi de faciliter la communication interéquipe. Donc là, les IA vont permettre différentes choses. Ça permet soit des analyses en grand nombre et massives et rapides de différents documents de CR médicaux si on veut analyser quelque chose en particulier, mais ça permet aussi de générer des documents. Et là-dessus, on a beaucoup de startups, PME enfin en tout cas des acteurs privés qui se sont positionnés et développé des solutions, donc qui existent déjà. Notamment, on a Doctolib, Care, Medistory qui se sont déjà positionnés sur le sujet afin d'optimiser la rédaction et l'analyse des documents médicaux. On voit par exemple, donc un exemple qu'on a trouvé, c'est les hôpitaux civils de Colmar qui, eux, ont adopté la reconnaissance vocale interface avec leur DPI pour justement rédiger les comptes rendus et aider du coup les médecins et les secrétaires médicaux dans leurs tâches administratives. Un quatrième cas d'usage, alors là on sort un peu du spectre de l'établissement mais qui est assez intéressant quand même, c'est la surveillance et le suivi de patients à leur domicile grâce aux objets connectés. Donc là l'idée c'est de se dire si on a donc un patient qui doit être suivi pour par exemple des patients gérontologiques, etc. Enfin, et qui ont des objets connectés qui permettent de prendre leur constante, l'intelligence artificielle, grâce à ces capteurs connectés, vont permettre de suivre l'évolution de l'état de santé des patients et prévenir en fait les chutes, crises ou risques qu'il y a sur leur santé pour anticiper la situation, éviter des hospitalisations qui sont non nécessaires si on détecte de manière précoce le besoin. Améliorer aussi bien sûr la prise en charge à domicile et du coup le parcours du patient et du coup réduire derrière des transports du patient, des consultations non nécessaires, etc. Donc là, on est vraiment sur du machine learning, la vision par capteur, mais également du traitement du signal. Il y a beaucoup de technologies et on a plusieurs
projet qui commence à émerger. C'est assez récent encore parce que ça demande forcément beaucoup d'équipements et beaucoup d'investissements. On a trouvé notamment un partenariat entre la PHP, l'université de la Sorbonne et l'OSOAI, qui a développé une technologie d'IA, qui a été conclue pour justement faire ce cas d'usage sur les maladies respiratoires afin d'améliorer la téléassistance et le télésuivi des personnes fragiles, soit à domicile, soit en établissement médico-social ou autre. Et donc le dernier cas d'usage qu'on voulait vous présenter un peu plus en détail, c'est l'aide au tri des patients aux urgences. Donc ça, c'est un autre exemple sur à quoi peut servir l'intelligence artificielle. Donc on en est plus ou moins à ce stade plutôt au niveau d'études menées par les établissements pour voir si ça a un vrai gain. Mais ça peut être intéressant en tout cas dans l'optimisation des flux aux urgences. L'idée là, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour très rapidement catégoriser la gravité des cas des patients et essayer d'identifier au plus rapidement les cas qui nécessitent une prise en charge urgente par les médecins et les cas qui peuvent soit plus patienter, soit être pris en charge par un infirmier ou une infirmière. Là-dessus, il y a une étude qui a été lancée au CHU de Lille sur le triage intelligent à l'entrée des urgences. Et l'idée de cette étude, c'est de comparer les tris qui sont réalisés par différentes méthodes, dont des méthodes d'IA, pour voir s'il y a un meilleur gain à utiliser l'intelligence artificielle dans ce cas. Donc on attend encore le retour sur ce cas d'usage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être expérimenté pour le moment et qui est considéré par les acteurs de la santé. Donc on a sélectionné environ 10 cas d'usage, 5 que je viens de vous présenter un peu plus en détail. Il y en a 5 autres que je vais pas préciser en détail, mais on les a positionnés pour vous montrer un peu. Alors cette liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent être réalisés par ailleurs, mais on les a positionnés pour vous montrer qu'un cas d'usage d'IA, ce qui est important, c'est de penser à deux choses. Tout d'abord, la complexité de mise en œuvre. Donc là, on voit par exemple des cas d'usage qui sont plus ou moins jugés complexes. Pour vous expliquer un peu derrière ce qu'il y a derrière cette complexité de mise en œuvre, c'est en fait le temps qu'il va falloir, le temps, les efforts et les ressources qu'il va falloir déployer pour mettre en œuvre ce cas d'usage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance un projet d'intelligence artificielle, ce n'est jamais une solution sur étagère. Il va toujours y avoir besoin de faire du sur-mesure un peu pour adapter au cas qu'on veut, aux objectifs et à l'établissement. Bien entendu, cette complexité, elle est plus ou moins forte. Par exemple, je parlais de l'automatisation des comptes rendus et autres documents médicaux, mais également on a le cas des chatbots, où en fait c'est des cas où, comme je disais, on a beaucoup de solutions qui ont déjà été développées, donc des choses plus faciles à mettre en œuvre. Il faudra un peu de déploiement, comme tout projet SI, mais ça sera plus facile à mettre en œuvre et ça sera moins lent et moins long. En revanche, quand je parlais de médecine prédictive, par exemple, là, c'est des cas d'usage qui vont nécessiter du total sur mesure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les algorithmes soient réalisés en fonction des facteurs qu'on cherche, en fonction de la maladie, en fonction des établissements. On va devoir aussi préparer beaucoup les données de santé qu'on va utiliser et ça sera un temps long. Donc, par exemple, sur un cas d'usage comme ça, on est sur une forte complexité. Et ensuite, la deuxième variable qu'il faut toujours penser, c'est le retour sur investissement. Donc forcément, sur la médecine prédictive, si on a des enjeux de recherche médicale ou clinique, on peut avoir un fort gain à la mettre en œuvre malgré les efforts. En revanche, il faut savoir qu'est-ce que ça peut me rapporter ce cas d'usage par rapport à mon besoin et un peu identifier par rapport aux efforts qui vont être demandés s'il y a un vrai intérêt à le mettre en œuvre au sein de mon établissement. Donc ça, c'est toute une analyse qu'il faut faire en amont pour identifier les cas d'usage qui répondent le plus aux besoins, essayer d'identifier les meilleurs cas d'usage pour les besoins de l'établissement et adapter un peu, personnaliser du coup la démarche, les cas d'usage qu'on va mettre en œuvre. Donc nous, on a plusieurs convictions qu'on a développées au fil de nos accompagnements des acteurs. La première, comme je le disais, c'est qu'on adresse toujours de concert la donnée et l'intelligence artificielle, puisque si on n'a pas une donnée de qualité fiable et complète, on ne pourra pas mener à bien, en tout cas le projet d'intelligence artificielle ne sera pas réussi. Donc il y a vraiment cette question de gestion des données, de gouvernance des données qui est essentielle
en amont de tout projet d'IA. On a ensuite, bien sûr, la nécessité d'adapter la démarche, comme je disais, à notamment la maturité, que ce soit des équipes de la DSI de l'établissement, mais également des équipes en général, pour identifier le niveau d'accompagnement au changement qui serait nécessaire et le niveau en termes techniques qui sera nécessaire, puisque l'IA, bien sûr, nécessite beaucoup de matériel, de structure, également de la capacité en termes de serveurs. Donc voilà, essayer d'identifier tout ça pour mettre une maturité et puis adapter ensuite la démarche à la maturité de l'établissement. Il faut aussi toujours bien penser à faciliter l'appropriation des métiers en adoptant une approche par parcours de soins. C'est très important de comprendre que dans un projet d'IA, il y aura bien sûr la DSI qui sera au cœur du projet, mais il y aura également les acteurs terrain, les acteurs métiers. Et c'est important dans une démarche d'IA d'englober tous les acteurs pour déjà faciliter et démarrer tout de suite la conduite au changement, pour vraiment adapter le projet d'IA aux besoins des métiers et les rassurer et faciliter cette appropriation. Et enfin, la dernière grande conviction, c'est d'aligner les ambitions en matière d'IA avec le projet d'établissement de soins et le SDSI, donc le schéma directeur des systèmes d'information. Là, c'est vraiment l'idée, comme je le disais, qu'il faut toujours que le projet d'intelligence artificielle de l'établissement réponde aux véritables besoins de l'établissement pour pouvoir avoir du sens et un vrai retour sur investissement. Parfait, ben merci. La dernière partie, effectivement, va en quelques minutes, on va vous montrer effectivement qu'est-ce que nous on propose en termes d'accompagnement. Donc, on sépare bien, même si c'est deux sujets qui sont très proches, on va dire l'IA et la gouvernance de la donnée. Pourquoi la gouvernance de la donnée est l'essentiel de l'IA, puisqu'il va se baser comme souvent sur beaucoup de la gestion, de cette gestion de données. Donc la gouvernance, eh ben, c'est effectivement c'est savoir sensibiliser l'ensemble des équipes sur la donnée, l'ensemble, la vision 360 finalement, tant de l'extraction de la donnée, de l'utilisation, les problématiques réglementaires qu'il y a derrière. Donc toute cette compréhension finalement de l'ensemble du cycle de la donnée. On va intervenir de plus en plus dans un schéma directeur, mais sinon sur d'autres diagnostics. On nous demande, au-delà de la sensibilisation, effectivement, de faire un diagnostic, la maturité, au sein de l'ensemble des différentes directions d'un établissement de santé sur cette gestion de la donnée. Donc on va en parler un peu plus par la suite. Ensuite, c'est construire une gouvernance de la donnée, c'est-à-dire effectivement la donnée, comment est-ce en se projetant, la donnée, où est-ce qu'on la récupère, comment est-ce qu'elle est effectivement sauvegardée, comment est-ce qu'elle est sécurisée, et puis ensuite comment elle est exploitée. Donc tout l'ensemble de ce cycle de la donnée. Et également, l'utilisation de la donnée fait qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent au sein d'une direction informatique. C'est d'ailleurs, la donnée n'est pas toujours traitée au sein de la direction informatique. Il peut y avoir des directions de données direction data qui se mettent en place. Donc c'est vraiment toute cette compréhension finalement des rôles et responsabilités, problématiques de compétences au sein de l'ensemble des différentes directions et comment le mettre en place. Et le dernier axe sur la donnée, de plus en plus la mise en place d'entrepôts de données de santé sur lesquels William ne fait pas de maîtrise d'œuvre, mais par contre on est capable d'accompagner en maîtrise d'ouvrage, notamment sur des projets qui sont menés avec l'ensemble des équipes de la Poste Santé Autonomie pour accompagner sur la mise en place d'un entrepôt de données de santé. Sur ce volet IA, on va retrouver des choses qui ressemblent. On sera jamais c'est pas nous qui allons faire de la mise en œuvre d'IA ni développer les solutions d'IA. Par contre, c'est la première étape, c'est effectivement le diagnostic de maturité. On va en reparler par la suite. Des organisations par rapport à l'IA, puisqu'il ne suffit pas juste un jour de courir dans un couloir et de dire ça y est, on va mettre de l'IA chez nous. Il faut effectivement, il y a un certain nombre de prérequis, et notamment cette maturité. Ensuite, ce que disait tout à l'heure Céline, c'est bien identifier les cas d'usage et puis l'analyse d'impact de cette mise en place d'IA. C'est pas juste choisir sa solution et la mettre en place, c'est bien se dire pourquoi on veut la mettre. Et puis derrière, effectivement, dans l'identification de cas d'usage et l'analyse d'impact, derrière, il y a aussi ce volet de ROI. C'est valider finalement l'ensemble de ces projets d'IA et être sûr d'être capable d'aller au bout. On peut pas non plus mettre du jour au lendemain de l'IA sur l'ensemble des parcours. Il y a vraiment une stratégie, une feuille de route à construire. Donc c'est également ce sur quoi on va accompagner des établissements ou des groupements d'établissements. Et puis qui dit mettre en place de l'IA,
il y a une conduite du changement importante puisqu'il va falloir dédramatiser. Certaines personnes peuvent des soignants peuvent avoir peur que l'IA va leur on entend souvent: «L'IA va enlever mon métier va disparaître». Non, les métiers disparaissent pas, ils évoluent. Et donc c'est ça qui est important, c'est d'expliquer finalement à quoi va servir l'IA, rassurer sur les différents risques potentiels de l'utilisation de données, les erreurs qu'il peut y avoir. Donc il y a tout un parcours finalement de conduite du changement à mettre en place. Et une des forces de William, on va dire, ça va être dans l'ensemble une veille constante. Vous avez pu voir au travers de ce que l'on vous a présenté, c'est une veille constante tant au niveau des établissements que, bah, au niveau des startups, des solutions. Et pour ça, effectivement, on est également épaulé par l'ensemble du groupe La Poste Santé Autonomie avec les autres filiales. Donc typiquement, voilà, en quelques minutes pour laisser un peu de temps pour les questions-réponses, bah, sur un diagnostic de maturité, sur l'IA, bah, on va retrouver, bah, un alignement stratégique, la gouvernance de l'IA et de la donnée, le dimensionnement des compétences au niveau de la DSI, parce que ce ne sont pas les personnes historiques de la DSI qui vont être ceux qui étaient surtout sur des volets d'infrastructure, de systèmes d'information. Là, on a vraiment c'est d'autres profils qui doivent être mis en place ou sinon former finalement, permettre aussi de former d'autres profils, voir si c'est intégré au niveau de la DSI ou si c'est d'autres directions qui sont direction de la recherche, une direction de la donnée, donc j'ai des établissements de santé qui ont mis en place une direction de la donnée. Les problématiques de réglementaires et éthiques, la valorisation de la donnée, donc ça c'est un très gros enjeu et ensuite, effectivement, des cas d'usage identifiés déjà implémentés. Sur les identifications, donc c'est une mission que notamment que Céline a réalisée plusieurs fois, donc c'est vraiment de travailler pour, heu, identifier par rapport à des besoins, quels sont les cas d'usage sur lesquels l'IA peut être utilisée. Donc là, c'est vraiment un croisement d'idées qui peuvent y avoir, de solutions qui sont déjà existantes, de maturité des solutions qui sont existantes et souvent on va l'organiser au travers de séminaires. Par exemple, on va commencer cette, identification au travers de séminaires dans lesquels, tout le monde va pouvoir s'exprimer sur éventuellement ses besoins, ce qu'il a déjà identifié et puis au travers de ça, on a une méthodologie qui va permettre, on va dire suite à ces séminaires, de pouvoir creuser, on va dire l'ensemble des points qui ont pu être remontés et puis de construire on va dire en quelques jours déjà une première vision de l'IA et des impacts qui vont pouvoir être mis en place. Et on en arrive finalement à ce troisième volet d'accompagnement qu'on vous présente. Céline, si tu peux passer, voilà, sur bah, derrière, c'est construire finalement cette feuille de route au travers des cas d'usage qui ont pu être vus, des différentes priorités, des budgets qu'on est prêt à mettre en place, parce que il y a également un modèle économique à regarder sur chacun des cas d'usage, pour effectivement derrière passer construire finalement cette feuille de route globale de l'usage de l'IA. Parfait, bah, écoutez, on arrive à la fin de notre présentation, donc l'idée, c'est que là, on va prendre, vos questions pour y répondre. Alors, on en avait déjà une, donc je me permets de la dire, auquel, Christophe et moi, on répondra. Donc, la première question, c'était: «Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler la partie simulation de traitement et aide à la prescription?» Donc en effet, c'est un autre, bon, il y a plusieurs cas d'usage derrière, tout ce qui est, prescription, traitement, médicaments et cetera. Mais en effet, l'IA, l'intelligence artificielle, permet, des grands gains en termes de simulation des effets potentiels d'un traitement. C'est un des cas d'usage qui est possible. Il y en a d'autres aussi sur, aider à personnaliser au mieux, les traitements et les prescriptions aux patients, à un patient donné. Donc avoir, la prescription la plus adaptée, personnalisée. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, enfin en tout cas de cas d'usage que l'IA pourrait permettre en termes de traitement, de prescription. On retrouve beaucoup de gains derrière, donc avoir l'amélioration de la qualité des prescriptions, des choix plus ciblés, la réduction aussi des essais-erreurs. On va avoir pardon, la réduction des risques, éviter notamment tout ce qui est interaction médicamenteuse ou des surprescriptions ou des erreurs de posologie. Qu'est-ce qu'on prend? Voilà, il y a beaucoup de gains, notamment en termes de médecine personnalisée. Également aussi avoir des propositions automatiques de traitement pour les médecins, pour leur faire gagner du temps. Donc l'IA là-dessus intervient beaucoup. Il me semble, j'avais cru voir que la PHP s'était positionnée justement sur la prescription assistée. Il faudrait que, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, on peut revenir vers vous dans un second temps. Je sais pas si ça répond à la question.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Bah, si, il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer la session. En tout cas, on vous remercie beaucoup donc d'avoir participé. On vous met ici bah, nos contacts. Donc Arnaud, qui malheureusement n'a pas pu participer aujourd'hui, mais qui se tient à votre disposition si vous avez toutes questions, mais également Christophe et moi-même. Donc sur tout ce qui est projet, sur les données de santé, mais autres données, comme je disais, ou sur tout projet d'IA, on se tient à votre disposition. Et on vous souhaite du coup un très bon appétit et une bonne journée. Voilà, et puis on pourra vous retrouver également à Santexpo si vous êtes présent. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.